Le collectif antinucléaire des Bouches-du-Rhône vous présente sa demi-heure radioactive de contre-propagande sur le nucléaire. Bienvenue sur Radio Galère, dans la demi-heure radioactive, émission animée en direct par le collectif antinucléaire des Bouches-du-Rhône les 2e et 4e mardis du mois à 14h15 et en rediffusion le jeudi de 12h à 12h30. Nous sommes un collectif d'hommes et de femmes indépendants de tout parti politique ou réseau institutionnalisé. Considérant que nous sommes tous et toutes des cobayes de l'industrie nucléaire et que nous sommes tous et toutes les victimes potentielles d'une prochaine catastrophe, nous pensons que nous n'avons d'autre choix que de nous informer et d'agir. C'est ce que nous nous efforçons de faire ici. La catastrophe nucléaire de Fukushima est toujours en cours. Mais aujourd'hui, on a voulu, en dehors de tout anniversaire programmé, rappeler que la catastrophe nucléaire de Tchernobyl est également toujours en cours. Pour preuve, la construction de ce sarcophage, dont on nous dit qu'une fois les travaux achevés en 2015, il pèsera 29 000 tonnes, atteindra 110 mètres de haut pour la modique somme d'1,5 milliard d'euros. Il devrait éviter l'infiltration des particules radioactives dans les nappes souterraines. Pour preuve encore, la centaine de milliers de personnes qui vivent dans des territoires contaminés, qui se nourrissent d'aliments contaminés et que le lobby nucléaire international tente de réhabiliter. Alors au sujet de la catastrophe de Tchernobyl, on voulait vous conseiller la lecture d'un ouvrage essentiel pour nous, pour la compréhension de ce qui s'est passé, de ce qui se passe encore à Tchernobyl. Cet ouvrage, c'est Tchernobyl, une catastrophe, de Béla et Roger Belbéoc, paru, réédité aux éditions de la Lenteur en 2012. Avec nous aujourd'hui, nous avons donc, on a invité l'auteur de la très intéressante préface de cet ouvrage, et il est en direct avec nous. Bonjour. Bonjour. Bon, on s'entend bien, le son est... Ah, je fais quelques petits réglages techniques. Voilà. Pour moi, ça va en tout cas. Bon, moi, je crois que j'avais un problème, mais je pense que je ne l'ai plus. Bon, écoute, merci d'être avec nous, en tout cas. Et alors, le fil de notre discussion là, devrait nous amener à aborder des thèmes plus larges, comme le nucléaire et le totalitarisme, la propagande nucléaire, ou bien même les perspectives de lutte ou les non-perspectives de lutte antinucléaire. Mais dans un premier temps, est-ce que tu peux nous expliquer ce qui a motivé la réédition de ce livre qui était initialement paru, je crois, en 93. Alors en fait, la première publication du texte est en 92 dans une petite revue qui s'appelle L'Intranquille, et puis il a été réédité en 93 aux éditions Alia, avec un ajout sur ce qui s'était passé en un an. Et il était épuisé depuis un bon bout de temps. Alia n'avait pas jugé bon de le rééditer, et donc il n'était plus disponible que sur Internet. Et donc, en fait, pourquoi cette réédition, enfin, comment ça s'est passé, j'ai parlé de moi un instant. Oui. En fait, quand la catastrophe de Fukushima a commencé, comme plein de gens, j'étais pendu à la radio, je lisais la presse à l'excès, en essayant d'y voir un peu ce qui se passait, la gravité de tout ça, d'essayer de faire le tri dans la masse d'informations, désinformations, confusion, déclarations contradictoires sur la gravité, chiffres aberrants, etc. Et comme je ne suis pas particulièrement un spécialiste du nucléaire, même si ça m'importe depuis longtemps, une des premières choses que j'ai eues pour essayer d'y voir clair, qui m'est venue à l'esprit, c'est d'aller relire ce livre que j'avais lu il y a assez longtemps. Pour disposer d'un point de comparaison en fait, pour pouvoir à partir de là voir, démêler un minimum le vrai du faux dans ce que disait la presse. Et du coup, je me suis rendu compte qu'il était épuisé et que ce serait vraiment utile de le rééditer pour que des gens puissent faire la même chose en fait. À partir du cas de Tchernobyl qui était dans ce livre expliqué de façon à la fois
synthétique, claire, exhaustive, rigoureuse, enfin bon, pouvoir s'y retrouver, quoi. Voilà. Donc les auteurs au début étaient un peu réticents parce qu'ils étaient un peu découragés du peu d'écho qu'avait eu, du relativement peu d'écho, même s'il est quand même très connu dans le petit milieu, ce qui reste de milieu antinucléaire, on va dire. Mais enfin bon voilà, il avait quand même très peu d'écho, absolument aucune presse, peu s'en faut quand il était paru. Donc, et puis bon, ils se sont laissés convaincre que même si ça n'intéresserait pas les foules, ça pourrait au moins servir à des gens, à quelques personnes, ce qui est déjà pas mal. Et la preuve que c'est pas inutile, c'est que tous les livres, à mon sens, les livres les plus intéressants sur Fukushima qui sont parus, que ce soit Les Sanctuaires de l'Abîme à l'EDN ou Oublier Fukushima aux éditions du bout de la ville, je crois que vous les avez invités les uns et les autres. Oui. Tous les deux citent le livre et font un peu ce qu'on fait logiquement quand on lit, quoi, s'en servir pour comparer, pouvoir se faire une idée de la gravité, de l'ampleur réelle de la catastrophe de Fukushima en s'appuyant sur un précédent, et puis aussi comparer les modes de gestion, qu'est-ce qui a changé, qu'est-ce qui est resté le même, comment l'État fait avaler, les États en question, ou la communauté nucléaire internationale font avaler la catastrophe là-bas et ici, quoi, voilà. Et tu dis à un moment qu'il s'agit d'établir précisément la vérité et sur la manière dont elle a été dissimulée, niée ou déformée, bref, sur l'histoire du mensonge. Donc ce livre, je pense il rétablit la vérité historique, on peut dire ça, sur Tchernobyl. Il essaye, enfin, en tout cas. Disons que c'est même, on pourrait dire que c'est vraiment le plan du livre, c'est-à-dire il ne s'étend pas sur les causes techniques de la catastrophe, parce que l'une des choses que les Bell-Buck ont toujours mis en avant dans ce livre ou ailleurs, c'est que, par définition, nucléaire, le nucléaire civil impliquait les catastrophes. Sa démesure, son échelle, fait que c'est pas une technique c'est fondamentalement pas maîtrisable, en fait. On peut confiner, quand on parle de maîtriser le nucléaire, on fait une erreur de terme, il n'est pas maîtrisé, il est confiné, ce qui n'est pas du tout pareil. C'est-à-dire on maintient la réaction en chaîne, grosso modo, dans des limites, jusqu'à ce qu'elle échappe au contrôle. Mais donc, par définition, qui dit nucléaire civil implique des catastrophes tôt ou tard, soit des catastrophes violentes comme ce qui s'est passé à Tchernobyl ou Fukushima, rapides, soit des catastrophes plus lentes comme l'augmentation continue de la radioactivité à l'échelle de la planète, l'accumulation des déchets, les centrales qui deviendront des déchets absolument indémontables, ingérables. L'exemple de Tchernobyl aujourd'hui, avec le sarcophage dont tu parlais, le montre assez. Donc il ne parle pas tellement des causes techniques de la catastrophe, par contre il parle de ce qui se passe. Qu'est-ce que c'est qu'une catastrophe nucléaire? Qu'est-ce que ça implique pour les populations? Et comment c'est géré par les... C'est ça l'histoire. Le livre, sa partie centrale, ça décrit en fait la fabrication de la vérité officielle. Comment, de façon très précise, parce qu'ils ont fait il faut rappeler donc qu'ils étaient physiciens nucléaires, Roger Bella et Roger Bell-Buck, donc ils avaient des connaissances scientifiques qui leur permettaient d'aller dépouiller, et qu'ils ont passé un temps fou à le faire évidemment, d'aller dépouiller tous les documents de première main disponibles, qui sont pas très accessibles, mais qui sont quand même disponibles. C'est pas impossible de savoir, en fait. C'est juste un travail énorme. Et donc, ils ont été voir dans tous les documents officiels, plus ou moins confidentiels, dans la presse russe, biélorusse, ukrainienne, etc. Et à partir de là, ils ont décrit de façon le plus précise possible et le plus étayée possible ce qui s'est passé, comment on a géré les populations, on leur a caché, on les a évacuées, on a modifié les normes, etc. On a fabriqué un nombre de victimes qui était socialement acceptable, etc., etc. Donc c'est essentiellement une histoire de la fabrication du mensonge, la fabrication d'une vérité qui soit acceptable et qui permette au nucléaire de continuer malgré cette catastrophe-là. Voilà. On voit strictement le même schéma avec Fukushima, c'est pratiquement du copier-coller, mais il y a une notion qui est intéressante dans le livre, là aussi, c'est la notion de catastrophe, de mort statistique. Tout à fait. La catastrophe, ils disent la catastrophe est dans les morts à venir. Quand on aura pris la mesure de l'ampleur du crime, victimes et coupables auront disparu. Ça, c'est une particularité aussi de la catastrophe nucléaire.
Tout à fait, tout à fait. Ça, oui, il y a énormément de choses. En une demi-heure, c'est difficile de faire le tour. Oui, Mais c'est vrai que c'est un point important. De toute façon, l'essentiel, à mon sens, d'intervenir comme ça dans la radio pour parler de ça, c'est pour inciter les gens à aller voir, hein, parce que ce qu'il y a de mieux à faire, c'est que les auditeurs aillent lire, évidemment. Mais bon, on peut déjà dire, en tout cas, en quelques minutes, que ce qui met en avant la spécificité du nucléaire, c'est notamment une question d'échelle. Ce qui en fait que c'est à la fois, disons, à certains égards, ça ressemble à toutes les techniques industrielles modernes, parce qu'il y a d'autres catastrophes industrielles que les catastrophes nucléaires. Il y en a eu des terribles, il y en a pour l'instant. Bon. Mais le nucléaire, c'est une espèce de point limite, notamment par son échelle. Voilà, par rapport aux catastrophes chimiques, enfin tout ce qu'on peut connaître par ailleurs. Mm-hmm. Et ce qui manifeste notamment cette limite, c'est ce dont tu parles, la question de la mort statistique. C'est-à-dire que et ce qui rend très difficile la connaissance de la vérité, qui fait pratiquement disparaître l'idée de vérité ou la transforme la vérité en hypothèse, enfin, comme j'essaie de l'expliquer dans la préface, c'est que ça s'écoule sur un temps très long. La catastrophe, c'est sans fin, mais en tout cas, c'est des décennies avant qu'on puisse prendre la mesure de la chose, que ça prend une échelle planétaire. Alors évidemment, plus on est loin, moins c'est virulent, mais en même temps, plus ça concerne une population large. Donc au final, il y a sans doute plus de morts suite à Tchernobyl, je ne sais pas, sur l'ensemble de la planète que juste en Biélorussie, en Ukraine. Sauf que c'est disséminé dans une foule plus vaste, donc c'est plus invisible. Donc, et donc voilà, ils expliquent très bien ça. C'est un très bon livre de vulgarisation en même temps sur ce qu'on appelle la radioprotection, enfin sur comprendre qu'est-ce que ça induit comme conséquence nucléaire au niveau sanitaire et comment est-ce qu'on peut s'en rendre compte par la statistique en fait. La statistique, c'est, comme son nom l'indique, c'est le domaine de l'État. Il n'y a que des États qui ont la main sur ça, qui peuvent faire ce genre de calcul, pour ainsi dire. Et en même temps, les populations concernées, enfin en tout cas à peu de choses près, les populations concernées, ou surtout quand elles sont loin, n'ont pas d'autre moyen de savoir réellement ce qui s'est passé et éventuellement ce qui va les tuer à petit feu que la statistique. Parce que c'est une échelle qui est inaccessible à la sensibilité et à l'intelligence directement, en fait. Voilà. Ceci étant, sur place, ils s'en sont rendus compte assez vite. Ça, je dirais pas que ça dément le livre, mais ça nuance cette question de mort statistique, et ils s'en privent pas d'en parler, bien sûr, hein, dans le bouquin. C'est qu'il y a les populations ont vu assez vite les gens tomber malades, les enfants mal formés, les animaux mal formés, etc., etc. Donc il y a eu des conséquences directes visibles qui ont été assez... Oui, là on parle effectivement des conséquences sur le moyen terme, le long terme, et voilà, tous les effets des faibles doses, voilà. Etc. Donc, tout à fait, voilà, c'est la fameuse question des faibles doses qui est absolument centrale et que le livre éclaire bien. Voilà. Ce qui nous permet de bien comprendre ça. Alors, on peut peut-être... il y a quelque chose d'intéressant là. Je répète, la préface est vraiment très très intéressante. On parle de propagande, on parle de mensonges, on parle de minimisation voilà, par les médias, par l'État. Et j'ai noté quelque chose là dans... Tu parles une espèce alors, ce paragraphe s'intitule du mensonge à la transparence. Alors, je vais lire un petit extrait. Le règne intégral du secret, du fait accompli imposé sans même une apparence de discussion, hérité des origines militaires de l'atome, a fait place à une gestion beaucoup plus fine des populations, faite de pseudo-transparence, de pseudo-concertation, etc., maniant alternativement la carotte et le bâton. Au discours unanimement rassurant, au déni pur et simple du danger et de l'accident, a également succédé une dialectique beaucoup plus pernicieuse où l'on inquiète et rassure successivement la population. Alors, c'est quoi ça ? C'est de la perversité, là ? C'est une évolution. Disons, là justement, je dirais que quand le livre paraît en 92-93, on en est au début de cette forme de gestion des populations, de gestion de l'image, de ce qui a été appelé par des théoriciens de la propagande la fabrique du consentement. Comment on fait accepter, parce que aucun régime ne vit, comme on disait je ne sais plus qui, on peut faire tout avec des baïonnettes sauf s'asseoir dessus, et c'est pas la police fondamentalement qui permet aux gens de faire accepter le nucléaire.
c'est une acceptation qui est le fruit d'un travail sur les consciences, en fait, et notamment donc des médias, évidemment, aujourd'hui. Et donc, eh bien, jusqu'à Tchernobyl, on peut dire, après la catastrophe, et ça c'est la première partie du livre décrit très très longuement cet aspect-là, comment on a parlé de Tchernobyl en France, comment avant la catastrophe c'était le nucléaire le plus sûr du monde en Russie, et puis comment tout à coup ça devient le nucléaire archaïque, etc., etc. Toutes ces formes assez grossières, quoi, de propagande, mais qui partent toujours, hein, même aujourd'hui. Et en même temps, il voit venir d'autres méthodes où c'est plus seulement du déni. Et ça commence aussi à être dont l'exemple type, c'est on commence à dire le risque zéro, ça n'existe pas. On dit plus que les centrales c'est juste des cocottes minutes et que donc c'est pas plus dangereux qu'une cocotte minute. On commence à expliquer quand même que le risque zéro n'existe pas, qu'il faut vivre dans le risque. Enfin, il y a toute une série de nouveaux discours, c'est de nouvelles personnes qui viennent aux affaires aussi, une nouvelle génération de spécialistes du nucléaire qui arrivent au pouvoir entre guillemets. Et donc, eh bien, ça change. Et entre-temps, la société aussi change. C'est-à-dire que il y a sans doute depuis Tchernobyl, il y a indéniablement Internet et la multiplication des informations parallèles, etc., qui font que il est moins facile de vraiment faire une omerta absolue sur la vérité. Donc, il y a toujours des informations qui peuvent filtrer, plus qu'à l'époque sans doute. En même temps, les populations sont sans doute, sans vouloir offenser personne, plus abruties encore qu'elles ne le ou plus, je dirais, plus, disons, soumises à une telle masse, justement, d'informations, dans un tel maelstrom constant que aussi plus grand monde n'arrive ou n'essaye de garder la tête hors de l'eau de ce brouhaha permanent. Donc, ça fait des choses qui changent, quoi. La société change et les modes de gestion de la société changent aussi. Et parmi ceux-là, c'est évident qu'il y a la transparence, la cogestion. Alors ça se voit dans tout. Sur cette question-là, comme pour le reste, le nucléaire est un peu un précurseur. C'est-à-dire que de la même façon qu'il y a des politiques qui commencent à parler de démocratie participative, etc., que on va parler de conseils de quartier, qu'on va parler, que pour tout programme d'aménagement du territoire, on met en place des trucs de concertation obligatoires qui sont dans la loi, etc., etc. Eh bien, le nucléaire a été à l'origine de ça, a été initié ça, et par exemple, c'est notamment la gestion, la gestion des déchets, la recherche de lieux où enfouir les déchets en France, qui a initié la systématisation des concertations avec le public. Et donc où le but c'est on peut plus passer toujours en force, on ne peut plus mentir tout le temps, donc il faut intégrer, brosser les gens dans le sens du poil. Des officines spécialisées se sont multipliées sur comment on organise des débats, comment on les mène, comment on organise des concertations, et comment au final on fait en sorte d'aller où on veut, c'est-à-dire le pouvoir. Fait accepter les gens, les laisse parler pour qu'après, une fois qu'ils ont parlé, on puisse faire ce qu'on veut sans tenir compte de ce qu'ils ont dit. Et puis comment on met un peu de vérité dans le mensonge pour le faire avaler, et aussi comment on terrorise pour que les gens se disent ça c'est très important aussi évidemment. À certains moments, le pouvoir. Alors c'est très difficile de savoir pour qui fait quoi et pourquoi. Par exemple, après Fukushima, il y a eu des moments où il y a eu des déclarations très très alarmistes de certains ministres français, je crois. Et est-ce que c'était des ratés ? Est-ce qu'ils ont paniqué eux-mêmes ? Ou est-ce que c'était fait exprès pour faire peur ? C'est très difficile à savoir, évidemment, on peut faire que des hypothèses. Mais ce qui est sûr, c'est que, moi, l'intuition me semble qu'on peut avoir de tout ça, c'est qu'ils n'ont pas peur de faire peur pour encourager les gens à leur faire confiance, quoi. Voilà. Oui, voilà. La situation est terrible, donc faites-nous confiance. Et il y a d'autres moments, tout va bien. Et c'est une espèce d'aller-retour entre les deux, quoi. Voilà. Et c'est aussi expliquer que de toute façon le nucléaire, moi ça c'est trop compliqué, de toute façon vous n'y comprenez rien, donc évidemment. Nous sommes des experts, remettez-vous à nous et on vous protégera. C'est de l'infantilisation complète, quoi. Alors, une des choses aussi que les Belbéois ont apporté à ça, c'est la critique de la contre-expertise, justement. Et de façon très fine, parce qu'eux-mêmes étaient de fait des contre-experts. Et là, c'est plutôt dans le bulletin auquel ils ont participé,
la lettre d'information du comité Stop Nogent, qu'on peut aussi trouver sur Internet, parce que, enfin bon, par papier c'est un peu plus compliqué, où il y a eu des centaines de numéros, donc bon, mais dedans il y a des choses très intéressantes, et notamment je me rappelle d'un article où ils reconnaissent ouvertement qu'à la fois ils sont de fait contre-experts, et qu'en même temps, à quel point la contre-expertise sert aussi à faire accepter, quoi. On devient un contre-expert quasiment officiel, donc on devient un officieux officiel en quelque sorte, on devient officieusement officiel, on est invité comme contre-expert, et puis on s'assied à la table avec les experts en face, et finalement on mange les petits fours, et puis et la population garde. L'essentiel étant que les gens restent passifs, en fait. Voilà, d'une façon ou d'une autre, ce qu'il faut, et tout ça, ça sert à ça, c'est que la population n'essaye pas de réfléchir et puis d'agir par elle-même et s'en remettre aux experts, aux contre-experts, à qui on veut, mais qu'elle reste passive. Voilà. Alors, on va peut-être on va peut-être passer un peu aux luttes antinucléaires et aux perspectives de lutte. Alors, on peut déjà se dire que le coût de la catastrophe, là, ça marche pas trop bien pour mobiliser. Est-ce que je te suis pas. Qu'est-ce qu'on peut attendre justement du dévoilement on explique nous ici constamment, on essaye de faire lire des livres qui dévoilent les conséquences d'une catastrophe, mais en fait on a l'impression que ça marche pas du tout, quoi, et que les mouvements antinucléaires n'en parlent pas. Il y a quelque chose là du déni généralisé, ou c'est quoi? Bon, avant toute chose, il faut constater, quoi. Alors, les causes, on sait qu'on peut essayer d'y voir un peu clair, mais ce qui est certain, en tout cas, c'est qu'à mon sens, on peut quasiment plus parler de mouvement antinucléaire aujourd'hui. C'est-à-dire, il y a quelques institutions, le réseau Sortir du nucléaire, Greenpeace, même les Verts peuvent prétendre parfois être antinucléaires, ce qui est un peu comique quand on est dans un gouvernement qui développe les EPR et compagnie, mais bon. Et de fait, des mouvements antinucléaires réels, ne fût-ce qu'un peu de gens, il suffit de voir à l'anniversaire de Tchernobyl, combien il y a de personnes à manifestation, enfin bon, ça s'est littéralement évanoui. Et les catastrophes comme celle de Fukushima, on ne peut pas dire qu'elles aient suscité beaucoup de réveil. Je dis pas qu'il n'y a rien eu, hein. Après Fukushima, il y a eu certaines petites choses, mais quand même, à l'échelle de la population, c'est à peu près rien. Donc la fameuse pédagogie des catastrophes, qui est un terme qui avait été employé après Tchernobyl, comme quoi les gens vont se rendre compte, ils vont apprendre, et donc ils vont prendre conscience, et donc ils vont réagir, de toute évidence, c'est pas ça qui s'est passé. Et c'est toujours pas ça qui se passe. On pourrait même presque dire l'inverse, c'est-à-dire que au fur et à mesure que les catastrophes s'accumulent, et qu'en fait elles sont de fait acceptées passivement, eh bien la passivité entraîne la passivité, quoi. C'est toujours un truc plus lourd, plus énorme, et donc on préfère plutôt l'oublier que de voir ce qu'on peut faire et que de constater qu'on ne peut pas faire grand-chose, parce que c'est ça aussi le problème. Autant je pense qu'il faut, et c'est pour ça que j'avais envie que ce livre soit réédité, que j'ai écrit ce truc, bon. Autant je pense qu'il faut faire ce qu'on peut, que c'est une question morale, et puis on peut toujours espérer que ça serve à quelque chose, mais qu'en même temps c'est évident qu'on est très désarmé devant l'énormité de la chose et devant la passivité, en fait, ou l'indifférence, ou l'accablement, enfin je sais pas. Les gens sont indifférents ou dépressifs, mais ils sont pas très révoltés, quoi. Voilà. Et au revoir. Non, je dis bon, au revoir. Là, je parle comme ça, je dis les gens vont écouter ça à la radio. Est-ce que ça va les encourager à autre chose qu'à aller se boire un verre? Je sais pas, quoi. Mais oui, on est tous assez. Oui, alors le mot désarmé en plus. Enfin, on est tous assez. Bon, en plus, il y a quand même toute cette... alors, si c'est pas un mouvement antinucléaire, parce qu'effectivement, à la radio, c'est difficile de mettre des guillemets, cette mouvance antinucléaire, co-gestionnaire... Ce que certains ont appelé alternucléaire, en fait, c'est le terme qui a été employé sur le mode... Mais bon, en passant, pour éviter les guillemets, mais c'est une façon de distinguer. C'est-à-dire ceux qui disent un autre nucléaire est possible, en fait, c'est-à-dire on peut en sortir un jour, mais parce que dans 30 ans, dans 40 ans, on peut mettre des énergies renouvelables dedans, enfin bon, voilà. Mais voilà, il y a tous ces alibis. Bien sûr. Ça participe à la passivité, c'est indéniable, ça c'est sûr.
que le nucléaire, c'est une question énergétique, hein, et donc ça va pouvoir se régler par une loi sur la transition énergétique. Ça, on le voit là en ce moment dans toutes les déclarations qui ont été faites suite à la déclaration de Madame Royal. Enfin, le réseau Sortir du nucléaire, j'ai leur communiqué de presse là, en fait, déplore qu'il n'y ait pas de programmation des réacteurs à fermer, qu'il n'y a pas de trajectoire précise, qu'il n'y a pas d'objectif clair de réduction des consommations d'électricité. C'est-à-dire que s'il y avait une programmation claire des réacteurs à fermer, ça irait. Ils seraient contents, voilà. C'est ça. Ils n'arrivent même pas à obtenir ça. C'est-à-dire, tous ceux qui nous bassinent depuis des décennies sur leur réalisme en disant les gens qui demandent un arrêt immédiat, qui disent que il faut critiquer le nucléaire et la société qui le produit ou qui est produit par lui, parce que ça va dans les deux sens évidemment, sont des irréalistes. Il faut être réaliste, il faut entrer dans les institutions, c'est comme ça qu'on fera avancer les choses, etc. C'est le discours qu'on entend en permanence de la part de gens, et ce qu'ils ont fait avancer, c'est leur carrière et rien d'autre. À part ça, ils n'ont même pas été capables d'obtenir l'arrêt de Fessenheim. Ils sont dans les gouvernements, ils sont dans les médias, mais ils ne servent à rien d'autre qu'à faire avaler la pilule. Voilà. Donc c'est vraiment... Mais par ailleurs, la question c'est, ils ont une responsabilité énorme. Peut-être ils en ont une à certains moments, quand le mouvement nucléaire était plus fort, qu'ils ont participé à son endormissement ou à sa faiblesse. Aujourd'hui, j'ai un peu l'impression qu'on en est malheureusement de moins en moins là. C'est-à-dire qu'eux-mêmes deviennent de moins en moins, plus en plus marginaux, parce que dans la mesure où il n'y a plus de mouvement antinucléaire, il n'y a plus personne à endormir, en fait. Alors, mais par ailleurs, c'est évident qu'il faut critiquer ça, qu'il faut rappeler que les énergies renouvelables, c'est devenu un alibi, que c'est beaucoup d'argent, que c'est du capitalisme vert, mais que ça ne va absolument rien résoudre de la question nucléaire. Il n'y a absolument rien à en attendre. Comme ça, en tout cas. Je ne dis pas ce que ça pourrait être dans un autre monde, mais dans ce monde-ci, tout ce qu'on nous bassine avec les énergies renouvelables, c'est juste des nouveaux problèmes écologiques, en fait. En plus, bon, moins graves, mais quand même une quantité, des gaz de schiste à la destruction des forêts, en passant par la défiguration des paysages, quoi. Mais le nucléaire, lui, il est toujours là, et il est toujours au centre du mix énergétique français. Et il n'en sortira pas tant qu'il n'y aura pas des gens pour imposer son arrêt, quoi. Voilà. Des gens, c'est-à-dire la population. Voilà. Et un autre alibi, il y en a plusieurs, mais est-ce que quand on dit allez, on va arrêter le nucléaire quand on aura fait la révolution. Alors on attend la révolution pour arrêter le nucléaire? C'est une question assez compliquée. Alors, je ne suis pas sûr d'être sur ce point tout à fait d'accord avec le collectif anti-nucléaire auquel vous quittez l'émission. Peu importe. Mais à mon sens, je pense que les BLBO, qui étaient d'ailleurs plutôt rétifs à parler de révolution, etc., ils ont toujours insisté sur le fait qu'il fallait un arrêt immédiat. Ils se sont toujours méfiés du Parlement. Ils ont été toujours des critiques très très féroces de tous les alternucléaires dont on parlait précédemment. Ceci étant, ils ont toujours critiqué et à raison, disons-le. Ils ont toujours craint plutôt qu'en parlant de politique au-delà du nucléaire, en fait, on oublie le nucléaire lui-même. C'est-à-dire que ça devienne simplement un terrain de lutte comme parmi d'autres. Enfin, en gros, que des gens plus extrémistes, gauchistes ou libertaires, disons, utilisent le nucléaire de façon opportuniste, en fait, comme alibi pour, en fait, simplement faire monter leur groupe ou défendre leurs propres affaires, quoi. Voilà. Et eux, ils ont toujours dit, non, le nucléaire, c'est un problème central et il faut pas le diluer dans autre chose. Et ça me semble tout à fait légitime. Enfin, moi, je suis absolument hostile à toute vision opportuniste de la politique, enfin. Ceci étant, je pense aussi que il faut pas caricaturer à l'inverse la position des BLBO, et en tout cas, moi, ma position, sans parler à leur place, mais qui se nourrit de ce qu'ils racontent, c'est que l'une des choses très importantes et très utiles aussi pour, par exemple, l'intérêt de lire aussi Tchernobyl, une catastrophe, et les textes, il y a quelques textes en plus qui ont été rajoutés dans cette édition, et notamment l'article Société nucléaire qui date de 90, 92, je sais plus, qui est un texte plus ouvertement, plus général et plus politique, même s'il cite pas de Tchernobyl, mais c'est évident qu'il s'appuie sur ce qui s'est passé, et où là vraiment ça montre
parmi d'autres textes écrits par d'autres personnes, que comprendre le nucléaire, c'est indispensable pour comprendre dans quel monde on vit et quelles sont les questions politiques contemporaines générales, en fait. C'est-à-dire que la société qui a produit le nucléaire, c'est une sorte de société nouvelle, qui est apparue progressivement depuis la révolution industrielle, et particulièrement, je dirais, depuis les années 30, le totalitarisme des années 30, la Deuxième Guerre mondiale, enfin, qui a eu une histoire qui a mené à ça, et c'est une histoire très particulière qui a transformé la société, et que quand le nucléaire est arrivé, eh ben, il a accentué cette transformation, et il a véritablement transformé la société en une nouvelle forme de totalitarisme. Enfin, il a imposé une nouvelle forme de totalitarisme à la société. Il a participé, disons, à ce que notre société se transforme en une nouvelle sorte de société totalitaire. Voilà. Pour parler très très vite. On reste là-dessus alors. Pardon ? Je dis on va rester là-dessus parce qu'on est arrivé. Je vois l'heure, oui. Tu vois l'heure tourner aussi. Bon, il y a beaucoup de choses à dire. Mais il y aura. Écoute, si tu veux revenir, il y a vraiment aucun problème. Pourquoi pas ? Ce sera avec plaisir. Mais comme on a fait le tour très vite, je ne sais pas après comment réentrer dans les. Voilà, je sais pas. Mais on peut. Alors, juste pour terminer, un des derniers alibis, moi, qui me paraît, c'est qu'on attend d'être unis pour lutter. Alors ça, c'est encore un truc. Bon, on va finir. C'est sûr, alors pour finir, moi, je dirais que s'il y avait un avenir pour des luttes antinucléaires aujourd'hui, et mon espoir, mesuré, mais quand même, ce serait de voir réapparaître à un échelon local ou dans des villes ou n'importe où, des petits groupes de gens qui essayent de penser et d'agir à leur niveau, c'est-à-dire essentiellement de faire de l'information ou pour ça comme on veut, la publicité. Donc repartir de la base avec des groupes qui fonctionnent de façon démocratique, qui assument de réfléchir et d'agir par eux-mêmes, en s'en remettant à eux-mêmes. À mon avis, s'il y avait un avenir à une des luttes antinucléaires, ça ne pourrait partir que de là. C'est pas repartir des grandes organisations, c'est repartir de la base et essayer de reconstruire quelque chose. En considérant qu'il faut tout refaire parce qu'il n'y a plus rien, en gros. Voilà. Ouais, voilà, c'est ça. Mais on pense la même chose. On essaye de participer un petit peu à ça. Voilà. Alors, je voudrais rappeler le titre du livre dont on a parlé là, Tchernobyl, une catastrophe. Béla et Roger Belbéoc. Édition La Lenteur, donc réédition en 2012. Et puis de Béla et Roger Belbéoc, alors un bouquin, un petit livre vraiment, mais c'est magnifique, qui s'appelle Tchernoblouz, de la servitude volontaire à la nécessité de la servitude, à l'esprit frappeur. Où là, le côté transparence et tout ça, enfin, tout ce genre de manipulation, c'est plus politique. Donc là, il montre bien comment ça évolue et comment ça a évolué vers aujourd'hui, en fait. Ouais. Et ça, c'est donc 2001, Tchernoblouz. Et alors là, peut-être un bouquin un peu plus technique sur sortir du nucléaire avant la catastrophe. Béla et Roger Belbéoc, toujours, et l'esprit frappeur, 98. Voilà, qui a été réédité, je pense, encore en 2003, avec chaque fois des choses en plus. Il y a plusieurs rééditions augmentées. Avec tout ça, si vous n'avez pas envie de bouger, alors c'est assez désespérant. Et je voulais faire une annonce locale demain soir à Marseille, donc à l'Équitable Café, à 20h. Donc on sera le 25 juin. Il y a une rencontre débat avec Jean-Jacques Delfour, qui est philosophe et qui a récemment publié un livre qui s'appelle La condition nucléaire. Et franchement, c'est intéressant. Voilà, destruction des alibis, c'est ce qu'on va faire demain soir. Donc venez nombreux. Un salubre travail. Voilà. Bon, en tout cas, merci beaucoup. Et puis, écoute, à bientôt, de toute façon. Merci. Allez, à bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci Sidi à la technique et à dans 15 jours.